Donc mon intitulé c'est les marqueurs tumoraux. Quelle est la définition des marqueurs tumoraux? Ce sont des molécules biochimiques exprimées par des cellules tumorales ou par d'autres cellules du corps. Donc ce n'est pas uniquement la cellule cancéreuse. En réponse à un cancer ou à certaines affections bénignes, libérées dans un liquide de l'organisme qui peut être le sang, les urines, le liquide d'acide, le liquide céphalorachidien ou leur concentration peut être mesurée. Du point de vue historique, le premier marqueur qui a été, si vous voulez considérer comme cela, c'est la protéine de Burns-Jones. Et par la suite, il y a eu l'avènement de différents marqueurs tout le long de différentes années. Seulement l'avènement des anticorps monoclonaux a fait que le nombre de marqueurs tumoraux a augmenté d'une manière vertigineuse. La présence d'une de ces molécules détectée par différentes approches va servir d'indicateur. On parle de marqueurs de la tumeur cancéreuse. Quels marqueurs pour le cancer? Alors nous avons différents marqueurs, nous avons les marqueurs tumoraux, et là ce n'est pas le but de notre cours, ce sont les marqueurs génomiques au niveau tumoral, les marqueurs immunohistochimiques, en particulier les récepteurs hormonaux. Nous avons les marqueurs qu'on appelle génomiques de l'individu, et cela c'est surtout les gènes de prédisposition, détectés par les techniques de biologie moléculaire. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont les marqueurs exprimés et sécrétés par la tumeur, les plus courants, qui sont retrouvés au niveau de différents laboratoires de biologie médicale et qu'on appelle les biomarqueurs. Alors, la question qui peut se poser, quel est le marqueur idéal? Alors, quelles sont les caractéristiques idéales d'un marqueur tumoral? Il doit être très spécifique, en voulant dire, quand je le retrouve, il va me donner le nom de la cellule cancéreuse. Il doit être très sensible, et dans ce cas-là, on ne doit pas le retrouver dans les états bénins, les autres états pathologiques ou les états physiologiques. Il doit être précoce. Cela pour me permettre d'anticiper ma thérapeutique. Les niveaux doivent être corrélés avec la tumeur pour pouvoir me dire est-ce que la tumeur est volumineuse ou pas. La durée de vie doit être courte. Pour cela, pour pouvoir faire les différents dosages en série si c'est nécessaire. Le test doit être simple, rapide et peu onéreux, puisque si vous allez demander un marqueur tumoral à un malade ou un patient, et ça lui coûte très cher, il va avoir des réticences. Et le prélèvement doit être facilement obtenu pour que cela puisse être accepté et par les patients, ou bien si nous voulons faire un dépistage dans les populations à risque. Le marqueur idéal n'existe pas. Nous avons des marqueurs qui nous orientent et cela va être vraiment minime. Alors les classifications des marqueurs tumoraux, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous avons différentes particularités, les glucoprotéines, les enzymes, les hormones, les molécules du cytosquelette cellulaire, les glucosaminoglycanes, les immunoglobulines et cela, on doit le mentionner, ce sont les marqueurs tumoraux qui vont témoigner de la cellule de l'organe hôte. C'est une cellule normale, mais seulement puisqu'il y a présence de cancer, elle va réagir d'une certaine manière. Et vous avez plus ou moins différents marqueurs. Il y a toute une liste qui est très importante, et ce n'est pas le but de notre petit exposé d'aujourd'hui. Quelles sont les méthodes de dosage des marqueurs tumoraux? Les marqueurs tumoraux, ce sont des substances libérées par la cellule tumorale, passées par exemple dans le compartiment sanguin, et on va les doser. Les différentes techniques de dosage, c'est comme cela. Les techniques d'immuno-enzymatiques, d'immunochimie-luminescence, d'immunoradiométrique et de la RIA. Ici, nous avons une technique d'immunochimie-luminescence et généralement, cet antigène est pris entre deux anticorps, un anticorps de fixation et un anticorps marqué qui va permettre la détection. Toujours prendre la peine d'effectuer les dosages avec la même technique et dans le même laboratoire, puisque nous allons voir par la suite que nous allons établir une cinétique. Les caractéristiques biochimiques des principaux marqueurs tumoraux, ce qui nous intéresse le plus, ce sont en particulier les demi-vies qui vont nous permettre d'effectuer des dosages en série.
Et là, vous remarquez qu'il y en a différents types, mais ce sont pour la plupart des molécules protéiques. Alors, les questions qu'on peut se poser, est-ce que les marqueurs tumoraux indiquent-ils l'origine du cancer? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, dans la majeure partie des cas, non. Par exemple, la prostate, on peut l'évaluer par le taux de PSA, les testicules par la bêta-HCG chez l'homme. Chez la femme, non. Chez la femme, le sein, ça va être avec le 15-3. Les ovaires, le CA125, ou bien un nouveau marqueur qu'on appelle le HE4. L'endomètre par le CA125, placenta par la bêta-HCG, le col utérin par un nouveau marqueur, le SCC. Et les deux peuvent être évalués par des marqueurs, en particulier la thyroïde. Nous avons la thyroglobuline qui est un marqueur du cancer papillaire et la TCT qui est, elle, un cancer pour évaluer le cancer médulaire. Et là, vous avez différents marqueurs que nous avons cités tout à l'heure aussi. Seulement, nous avons concernant le dosage de ces marqueurs, des diagnostics positifs et des diagnostics de faux positifs. Par exemple, le CA125, c'est un marqueur du cancer de l'ovaire par excellence, mais malheureusement, on peut le retrouver dans d'autres cas de figure. Le le 19-9, qui est le marqueur du cancer du pancréas, on peut le retrouver dans l'ictère obstructif ou dans la cirrhose. L'ACE est un marqueur tumoral ubiquitaire. Le PSA, qui est le marqueur par excellence du cancer de la prostate, mais on peut le retrouver un peu partout, en particulier après le toucher rectal. La calcitonine, qui est le marqueur du carcinome médulaire de la thyroïde, on peut la retrouver lors de la grossesse, des thyroïdites, etc. Donc les marqueurs tumoraux ne sont pas spécifiques du cancer ni des organes, sauf quelques exceptions. L'ACG, qui est le marqueur spécifique d'un organe pour l'homme, pas pour la femme. Pour l'homme, si vous avez un taux d'ACG augmenté, cela oriente vers une pathologie tumorale du testicule. Le PSA pour la prostate, la TG et la TCT pour la thyroïde. Quel marqueur tumoral pour déterminer l'origine? Et là, vous avez différents marqueurs pour un type particulier, un type histologique d'un cancer. Si vous prenez par exemple le foie, si vous suspectez un carcinome, vous avez l'AFP, qui est le marqueur par excellence. Mais si vous suspectez une métastase, vous allez demander les autres marqueurs, etc. Pour les ovaires, si c'est un type séreux, vous allez demander le CA125. Si c'est un type germinal, vous allez demander l'AFP. La thyroïde, si on suspecte le médulaire, c'est la calcitonine et la chromogranine A. Si c'est indifférencié, c'est la thyroglobuline. Et nous avons pour nous aider, si ces marqueurs ne ramènent pas la réponse que nous attendons, on peut s'aider de marqueurs tumoraux secondaires. Mais seulement, on peut associer des marqueurs tumoraux et celui qui va nous servir de surveillance, c'est celui qui présente le taux le plus élevé. Très bien. Quel est l'intérêt maintenant de ces marqueurs tumoraux? C'est probablement le dépistage, le diagnostic. Ça peut nous donner une idée sur le pronostic de la maladie, l'évaluation du traitement, ou bien pour la surveillance. Donc nous allons voir tout cela, quel serait l'intérêt de ces marqueurs dans ces différentes étapes. Dans le dépistage, cela veut dire détection du cancer avant l'apparition de tout signe clinique. Quelques marqueurs sont utilisés, mais ce sont des marqueurs qui sont indispensables. Nous avons dans les populations à risque, en particulier ceux qui présentent les hépatites ou bien les cirrhoses, dans ce cas, nous allons demander l'AFP. Si l'AFP est augmentée, on suspecte un cancer hépatique. La calcitonine, en particulier dans les familles de cancer médulaire de la thyroïde. Et l'ACG, chez les femmes qui ont eu des avortements molaires, donc nous allons demander la bêta-HCG, si elle est augmentée, nous allons suspecter un choriocarcinome. Et on peut donner, à titre individuel, le dosage du PSA pour le dépistage des cancers de la prostate, qui, vous savez bien, n'est pas encore consensuel.
On pense qu'on peut faire un dépistage juste avec le dosage, mais il reste toujours l'examen clinique du toucher rectal qui est prépondérant. Est-ce que les marqueurs tumoraux peuvent nous aider à avoir une idée ou avoir le diagnostic précoce? La détection précoce veut dire reconnaître la présence d'un cancer dès les premiers signes cliniques. La calcitonine, l'alpha-fetoprotéine et le PSA peuvent nous donner cette idée. Les autres marqueurs tumoraux sont de faible utilité dans le diagnostic des cancers, mais si on retrouve ces marqueurs tumoraux à un taux très élevé, cela peut nous orienter vers le diagnostic de la tumeur. Par exemple ici, les gonadotrophines chorioniques, s'ils sont élevés chez l'homme, cela nous indique qu'il y a une tumeur testiculaire, et s'ils sont élevés aussi chez la femme qui a présenté des molles dans différents avortements, cela peut indiquer le cariocarcinome. Est-ce que les marqueurs tumoraux peuvent être des éléments de diagnostic de confirmation? Alors, le diagnostic du cancer, c'est un diagnostic histologique porté au terme d'une démarche intégrant les arguments cliniques, d'imagerie médicale et biologique. Donc, pour la plupart des localisations, en particulier le sein, le côlon, le poumon, l'ORL, le diagnostic de cancer est posé sans recours aux marqueurs tumoraux, puisque nous avons un manque de spécificité et un manque de sensibilité. Toutefois, quelques exceptions, l'AFP pour les hépatomes, les catécholamines pour les phéochromocytomes, la sérotonine et la 5-HIA pour les tumeurs carcinoïdes du grêle, PSA dans le cas du cancer de la prostate, etc. Alors, est-ce que les marqueurs tumoraux peuvent nous donner une idée sur l'extension? Donc, nous allons avoir une idée sur la valeur pronostique prédictive. Le dosage des marqueurs tumoraux va permettre de préciser le stade évolutif du cancer, d'évaluer son pronostic, pour orienter la thérapeutique, d'évaluer le bilan d'extension locale, ganglionnaire et métastatique, prendre dans ce cas-là en considération la concentration initiale, qui est l'indicateur par excellence de la masse tumorale. Et dans ce cas, une valeur élevée de certains marqueurs comme le PSA vont nous orienter vers l'atteinte métastatique osseuse. L'intervalle de temps entre les dosages devrait être de 3 mois, mais si nous retrouvons une valeur anormale, refaire les dosages dans les 2 à 4 semaines. Est-ce que les marqueurs peuvent être des indicateurs d'efficacité thérapeutique? Tout dépend. Si c'est une chirurgie curative, dans ce cas-là, si c'est une ablation totale du seul organe producteur, normalement la concentration du marqueur tumoral devrait être indétectable. En particulier, l'ATG ou la TCT après thyroïdectomie totale, PSA après prostatectomie et la bêta-ACG ou l'ACG après traitement d'une tumeur testiculaire. Si c'est par exemple dans le cas d'une chirurgie d'un phéochromocytome unilatéral, dans ce cas, il faudrait que les marqueurs tumoraux soient ramenés dans les limites tout à fait normales. Donc on considère que les marqueurs tumoraux, ce sont des indicateurs de la surveillance sous traitement. Aussi, il faut prendre en compte le nadir, qui est la concentration minimale du marqueur mesurée sous traitement ou après traitement. Et dans ce cas, toute élévation du taux de marqueur tumoral va nous dire qu'il y a une exérèse incomplète si c'est la chirurgie, qu'il y a présence de métastases, reprise ou une résistance au traitement. L'arbre décisionnel est comme suit. Donc nous avons une tumeur qui a été suspectée ou diagnostiquée. Donc nous allons demander des marqueurs tumoraux. Nous allons prendre en considération ce taux, j'allais dire de base, faire l'intervention qui peut être la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'association, et par la suite revoir aussi un bilan d'extension. Maintenant nous pouvons avoir une diminution des marqueurs tumoraux, et dans ce cas-là, le malade, plus ou moins, on le laisse tranquille et on va le surveiller à des temps assez éloignés. Si par contre, il y a une augmentation des marqueurs tumoraux, dans ce cas, répéter
les dosages, si c'est vraiment élevé, reprendre le malade pour une nouvelle thérapeutique. Ici, l'évolution d'une courbe de cinétique d'un marqueur tumoral. Si nous faisons une succession de dosages, il faudrait tracer cela sur du papier millimétré et rejoindre les différents points et tracer comme cela et mettre les différents actes que nous avons et doser. À chaque fois que nous dosons, nous allons pointer. Après une chimiothérapie, normalement le taux de marqueurs tumoraux va s'élever. On parle d'effet pointe parce qu'il y a destruction des cellules tumorales et on aura libération de ce marqueur. Puis le taux normalement devrait baisser. La normalisation du marqueur tumoral ne veut pas dire guérison. Et une augmentation exponentielle, c'est une récidive, métastase ou des choses dont on a parlé tout à l'heure. Le taux d'un marqueur tumoral peut fluctuer indépendamment de l'évolution d'un cancer et dans ce cas, le dosage toujours interprété avec la clinique, la biologie et la radiologie. Quelques cinétiques de ces marqueurs tumoraux, dans ce cas-là, comme vous pouvez le constater, le taux du marqueur tumoraux baisse et on considère que c'est une efficacité chirurgicale, puisqu'après la chirurgie, le taux de marqueurs tumoraux a baissé. Dans ce cas aussi, un malade, c'est une femme qui a un cancer, ici c'est un jeune qui a un cancer testiculaire, il a subi une intervention chirurgicale et le taux de marqueurs a baissé. Dans ce cas, c'est une femme qui avait un cancer des ovaires, on n'a pas pu l'opérer, on a mis au point une chimiothérapie, le taux de marqueurs tumoraux a baissé et dans ce cas, après, nous avons intervenu et par la suite, il fallait mettre une cure de chimiothérapie. Et là, vous pouvez constater que le taux de marqueurs tumoraux a baissé et on considère qu'il y a une efficacité thérapeutique. D'autres cinétiques aussi, nous avons ici un cancer de l'ovaire où nous avons effectué la chirurgie, après chimiothérapie, le taux a baissé, mais malheureusement, il n'a pas baissé bien. Une IRM a été demandée, malheureusement, elle a été négative et le taux de marqueurs était toujours élevé. L'intervention a été décidée juste après que le marqueur, que le dosage, on a compris que le dosage n'a pas voulu descendre. Donc on considère que c'est une résistance au traitement. Ici c'était une femme qui a fait un cariocarcinome, elle a eu du méthotrexate comme chimiothérapie, ça n'a pas cédé, donc on a mis d'autres chimiothérapies et par la suite ça a cédé. Donc résistance et changement de thérapeutique et dans ce cas aussi, on a demandé à un patient avec le cancer de la prostate, il a subi une radiothérapie, une hormonothérapie, ça a cédé, mais malheureusement, le marqueur tumoral est resté en dehors des valeurs normales et une chimiothérapie avec hormonothérapie a été décidée. Donc on considère que c'est une récidive. Récapitulatif, donc nous avons, est-ce que les marqueurs tumoraux peuvent aider au dépistage? Malheureusement non, quelques-unes, l'AFP, la calcitonine, PSA, un petit peu. Pour le diagnostic, quelques marqueurs peuvent nous orienter, comme nous avons cité tout à l'heure. Pour le pronostic, quelques marqueurs aussi peuvent nous aider à évaluer l'extension. Pour le suivi du marqueur du patient, ici, oui, effectivement, nous avons une panoplie de marqueurs qui peuvent nous dire est-ce que le malade a bien évolué sous traitement. Après la thérapeutique, quelques marqueurs aussi seront nécessaires. Donc nous allons considérer que les marqueurs tumoraux sont surtout importants dans le suivi thérapeutique. Est-ce que nous pouvons associer des marqueurs tumoraux? On peut les associer, en particulier dans le cancer de l'ovaire, dans les familles à risque, puisque comme vous pouvez le constater, l'HE4, celle a une sensibilité plus élevée que celle du CA125. Les deux ont une sensibilité plus élevée. Les deux sont considérés comme étant des indicateurs. Le duo comme indicateur de malignité plus précis que ne l'est chaque biomarqueur employé. Le taux élevé de HE1, HE4
tout seul, selon l'élévation du CA125, qui peut être normale, nous indique qu'il y a présence d'un cancer de l'ovaire. En conclusion, le marqueur idéal à la fois suffisamment sensible et suffisamment spécifique n'existe pas. Les marqueurs tumoraux, hormis quelques exceptions, sont inadaptés pour le dépistage précoce. Ils ne sont pas des tests de dépistage. La surveillance biologique d'un patient doit être réalisée dans le même laboratoire et il est utile de disposer d'un résultat avant tout traitement. L'association de plusieurs marqueurs tumoraux est le plus souvent inutile à la surveillance d'un patient. Associés à l'examen clinique ou radiologique, les marqueurs tumoraux sont des éléments essentiels pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Toute élévation d'un marqueur lors du suivi d'un patient doit faire poser des questions, métastases, récidives, rechutes, etc. Et je vous remercie.